Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Monica, et merci d'avoir accepté mon interview. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour famille, mais pareil, moi je suis très contente. Ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu, donc ça fait plaisir. Merci de ton invitation. Oui, et on s'est connus quand j'étais en Bretagne. Je suis venue faire du théâtre avec toi et on a monté un projet Femmes en jeu. Et c'est grâce à toi que j'ai découvert l'improvisation parce que pour nous faire travailler notre jeu, tu nous as fait faire beaucoup d'impro et c'était vraiment passionnant. Ouais, c'est fait une belle expérience parce que c'était effectivement à la maison pour toute telle cause et c'était très fort, très riche pour les femmes et artistiquement parlant, c'était très intéressant. Humainement parlant aussi, on pouvait ressortir plein de choses en fait de l'intérieur de soi, pour certaines des traumas, des chocs, des choses fortes, et du coup ça a permis aussi de transformer ça et de les sublimer, on va dire, ces vécus, ces expériences dans quelque chose d'artistique qu'on offre au public. Je sais que ça a été comment un outil de transformation en fait intérieure et voilà, je suis contente d'avoir été, d'être un peu comme une sorte de passage, non, de pont, de facilitatrice en fait pour que ça puisse avoir lieu. Oui, oui, projet sur les femmes artistes. Moi, je faisais George Sand. On avait Niki de Saint-Phal. On avait qui? On avait Voilà, euh, ça date, Ah oui, hein. oui, ça date, ça date. Attends, il y avait qui? Agnès Varda, Agnès Varda, je Oui, crois. oui, Agnès Euh, Varda, ouais. Camille Euh, Claudel. Camille Claudel, oui, Oui. oui, oui. Et Et je Kiki sais plus. Smith, Kiki Smith, Voilà, voilà. ouais, oui, oui. Ouais, il y avait un bon groupe parce qu'en fait, comment dire, le concept, c'était que chaque femme choisissait une femme artiste qui lui parle par rapport à sa vie, à son œuvre. Et à partir de là, il fallait vraiment faire un travail individuel pour collecter l'information, se renseigner et se nourrir en fait de sa biographie, de sa vraie histoire. Et pour certaines, c'était des femmes vivantes hein, et des artistes, des femmes artistes. Et après voilà, on improvisait et à partir de ces improvisations, parce qu'il y avait justement cette matière accumulée à l'intérieur, et du coup, à partir de là, je faisais une mise en scène parce que c'était pas le temps d'impro. Ça a d'autres codes, mais je m'inspire aussi de ces techniques. Et donc après, c'était une mise en scène qu'on répétait, qu'on répétait, qu'on répétait, mais il n'y avait pas véritablement. Si après, il y avait certaines femmes qui écrivaient et qui écrivaient leurs textes, qui l'apprenaient par cœur. Donc, il y avait quand même des allers-retours entre l'improvisation, les textes écrits, encore improvisé, ce que je mettais en scène, et pour aboutir donc au spectacle. Voilà, tout à fait. Et c'était une espèce de performance parce que comme elle n'avait pas du tout, comme tu dis, il y en a qui étaient encore vivantes, d'autres étaient décédées, donc on pouvait pas faire quelque chose de linéaire. Et puis elles se connaissaient pas forcément entre elles, ces femmes artistes. Donc tu avais créé une espèce de performance où elles se parlaient entre elles. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et ça a bien plu Oui, d'ailleurs, hein. parce qu'effectivement, il y avait aussi un dialogue entre les femmes de plusieurs périodes de notre histoire, y compris d'aujourd'hui. Et donc, c'était dialogue, comme on dialogue à travers son œuvre et à travers sa vie en tant que femme artiste. Mm. Oui, c'est ça, exactement.
Alors bon, alors on va passer quand même parce que, à ta présentation. Donc, tu es comédienne, mais est-ce que tu as toujours été comédienne? Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, donc du coup, bah, je suis donc Monica Campurtado. Je suis née en Colombie, à Cali. Et puis c'est vrai que depuis que je me souviens de moi, j'ai toujours voulu être actrice, comédienne. C'était quelque chose qui me parlait. Je voulais apparaître à la télé. Je m'entraînais devant le miroir pour avoir des émotions de tristesse, de pleurer. Alors j'avais 5, 6 ans, je sais pas, j'étais petite. Et donc c'était vraiment quelque chose comme ça d'ancré. Après, ma mère, elle allait beaucoup à l'église en Colombie, voilà. Et donc, j'avais fait du théâtre à l'église. Donc, ça m'a permis très vite d'avoir un public, on va dire. Et après, bah, dès que j'ai pu finir mes études, je suis allée à Bogota pour étudier l'art dramatique. Donc, à la capitale de la Colombie. Donc là, j'ai étudié à l'école. Après, j'ai effectivement travaillé dans le théâtre en Colombie avec des personnes comme Santiago Garcia du Teatro La Candelaria, un grand maître, voilà, et bon, beaucoup de gens qui m'ont nourri et qui m'ont vraiment fait découvrir aussi le théâtre, euh, l'art en fait, l'art du théâtre, l'art théâtral, pas seulement quelque chose comme ça de superficiel, mais quelque chose de profond, de très travaillé et une discipline vraiment. Et donc voilà, j'ai fait aussi la télé, de feuilletons en Colombie parce qu'il y a beaucoup de telenovelas. Non, Si, si, donc quand j'avais 20 ans, j'ai signé des autographes en Colombie, voilà. wow, c'est Et génial. ouais, et tout en continuant quand même cette histoire de faire du théâtre, donc avec des pièces de théâtre comme, je sais pas, comme Dostoïevski, Les démons, Franz Kafka, Les procès, des Wow. choses comme ça, et en même temps des créations collectives avec le théâtre La Mama, bon. Et donc, et après faire aussi de la télé, des choses bah, c'est un autre langage aussi. Je fais aussi des petits rôles dans les cinémas. Bon, voilà. Donc c'était intéressant cette période. J'ai vécu quelques années à Bogota à faire ça, peut-être je sais pas, un petit peu plus de 10 ans. D'accord. Et après, bah, je suis venue à Paris. Donc hop, changement de vie. J'arrive Ah. en France. Et je parlais pas français à l'époque, donc je suis arrivée déjà bien adulte, hein, donc d'où mon accent, hein, que je peux pas changer, hein, je peux Ah, pas expliquer. mais il est très bien ton accent. Merci. Et donc voilà, du coup à Paris, j'ai commencé à apprendre le français. Après, je voulais apprendre le français parce que cette culture un peu de Molière et le théâtre et en français, ça me faisait rêver. Je voulais vraiment comprendre plus. Et le but, au départ, c'était pas vraiment de rester, mais en tout cas de parler français, pouvoir voir du théâtre et voir comment ça s'est passé ici, artistiquement parlant. Pour moi, c'était fort. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire ça. Je travaillais un petit peu dans la restauration parce que pour gagner ma vie au départ et aussi faire des écoles. J'ai fait une école du théâtre donc à Paris, l'école internationale de Paul Weber et Blanche. Bon, ça date aussi. Et donc, du coup voilà, j'ai fait une école pendant quelques années et et après, bon, finalement, j'ai rencontré un Français, un Breton. Du coup, je suis restée, voilà. On a eu, je suis tombée enceinte de jumelles.
Oh! Voilà, donc là, bah, il m'a dit, bah, ça va être compliqué là à Paris, voilà, donc on est venu à Brest parce qu'à Brest il y avait ses parents et qui pouvaient nous aider, puis, enfin, un confort de vie quand même quand enfin, tu élèves des enfants, c'est quand même plus simple. La vie quand tu es dans des villes plus à taille plus humaine, voilà. Donc on est venu à Brest, puis et à Brest, j'ai eu mes enfants, mes deux filles. Et, euh, et après, j'ai dû faire même quand j'étais, enfin, mes filles étaient bébés, j'ai dû faire aussi le conservatoire à Brest parce que je voulais, en fait, je pense on n'est pas comédienne et puis c'est beau, tout est acquis, tout est appris. Et je le pense aussi de n'importe quel métier, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se former, d'apprendre de nouvelles choses et de transmettre parce qu'il faut que ça circule. Oui, bien sûr. Cette information qu'on reçoit, moi j'ai beaucoup donné, enfin, mais j'ai beaucoup appris, on m'a beaucoup donné moi aussi. Donc comment ça circule ça? Comment je, de mon côté, je donne, je transmets, mais en Mhm. permanence aussi, je me nourris de nouvelles choses. Et aussi pour avoir une pratique. Si tu pratiques pas, ton instrument n'est plus accordé, ta voix, ton corps, ta présence, etc. Donc voilà, même petite, enfin même quand mes filles étaient bébés, je voulais continuer à étudier et là j'ai commencé vraiment la transmission. Parce que j'avais peut-être fait un petit peu avant, mais surtout quand j'ai commencé à Brest, je me suis dit bon là c'est bon, j'ai beaucoup reçu, c'est l'heure aussi de donner. Donc j'ai monté une compagnie théâtre, Mona Luna, et puis j'ai commencé à former des gens de tout âge, des enfants, des ados, des jeunes, voilà, des adultes. Et et au bout de quelques temps de ça, je commençais à travailler quand même la mise en scène et avoir un œil un peu expert parce que finalement quand tu es dedans, que tu vois tellement du théâtre, que tu en fais, etc. Bah à un moment donné, bah tu aiguises tes sens et Mhm. donc j'ai commencé à passer dès la formation aussi à la transmission et à la mise en scène proprement dite. Et du coup, mon activité de comédienne, je la continuais, mais elle a passé un peu en mineur. Et c'est la partie de metteuse en scène qui a, pendant toutes ces années à Brest, qui a pris, on va dire, les devants. Oui, c'est un peu l'accomplissement, hein, c'est logique, hein. Voilà, oui, tout à fait. Et j'ai fait ça. Et après, par rapport à la compagnie, à Mona Luna, je me suis dit bon, ok, je transmets les outils du théâtre parce que c'est des outils qui sont vraiment intéressants euh, pour tout le monde, je dirais, parce que ça te fait travailler la confiance en soi, l'affirmation de soi, savoir comment est-ce que tu t'exprimes, et ça c'est très important, même si c'est pas pour aller sur la scène, mais même pour acheter une baguette de pain, pour oui, pour partager avec les autres, pour participer à des échanges, pour apprendre à, à, à discuter, parce que ça s'improvise pas. Et donc voilà, le théâtre a plein d'outils comme ça qui sont très intéressants. Et au bout de quelques années, quand même, parce que j'ai toujours comment dire, une sensibilité envers les femmes, les problématiques des femmes, et pas seulement des femmes, mais en fait tout ce qui est tout ce qui va pas bien dans le monde, ou tout ce qui, humainement parlant, on va dire, fait souffrir. Euh, et donc j'ai commencé à travailler avec des publics fragiles
par exemple, à la Maison pour toutes, Elcos, j'ai travaillé avec des femmes qui avaient vécu, pas toutes, mais pour la plupart quand même, ils avaient vécu des violences, et souvent des cycles de violence, avec la famille, après les maris, le conjoint, etc. Bon, donc beaucoup comment dire, des choses des traumas, on va dire, qui sont là. Oui, Après, dans tout autre registre, j'ai commencé à travailler avec des personnes en situation de handicap moteur, d'accord. euh, parce que c'est des personnes aussi que enfin, c'est pas les mêmes vécus, mais comment tu donnes la parole à ces gens-là qu'on veut pas voir, qui sont un peu invisibles, on va dire, parce Ça, que c'est vrai, euh, ouais. l'handicap, ça choque un peu, du coup, on détourne un peu le regard. Et là, comment les mettre en scène, en fait, les mettre en lumière, et du coup, pour eux, c'est important. Ils sont en pleine lumière, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent apprendre des textes, ils peuvent, enfin voilà, à chacun à leur niveau par rapport à leur handicap, c'est dépassé et bon. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre comme un outil qui fait du bien aussi, au niveau individuel, personnel, euh, pardon, Hum, à travers plusieurs techniques, par exemple le théâtre de l'opprimé. Et, Ah oui, je connais, ouais. voilà, donc c'est-à-dire que le storytelling, des techniques de storytelling pour hum, comment dire, pour les storytelling, c'est voilà comment tu racontes des histoires, comment tu racontes ton histoire aussi. Et avec ces techniques du théâtre de l'opprimé, du théâtre forum, de storytelling, de clown aussi, parce que c'est un dépassement de soi, du théâtre de théâtre masqué aussi. Enfin voilà des choses comme ça. Comment tu peux finalement travailler avec des publics qui sont qui ont besoin finalement de ces approches, de ces outils pour se dépasser, pour aller mieux, pour vivre mieux. Et aussi dans la société, comment faire aussi pas de la politique, parce que la politique, c'est un mot que maintenant, même si tout est politique, c'est un mot qui maintenant est très déformé, voilà. Mais comment on peut faire débat dans la société, comment le théâtre peut permettre de échanger dans la société, qu'on échange autour de sujets qui nous sont difficiles et que du coup, quand on les met en théâtre, on met des situations et les gens les voient, il n'y a pas un écran, c'est de la chair, c'est de l'os, c'est de la voix, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Et donc, à partir de ça, on peut discuter des sujets qui sont importants, comme je sais pas les droits des femmes, la laïcité, qu'est-ce que bon, voilà, plein de choses. Ah oui, je vois, ouais. Hmm. Du coup, on peut dire un petit peu que tu es devenue une artiste engagée. On peut dire ça, tout à fait, on peut dire ça. Oui, c'est sûr que je suis à un moment donné. C'est pour ça aussi que j'ai créé la compagnie Mona Luna, parce que quand tu es actrice, quand tu es comédienne, bah tu travailles aussi pour les projets des autres. Donc deux fois, bon, tu as besoin de vivre, tu travailles pour des projets avec qui tu n'es pas forcément très en face, bien aligné avec ça, mais tu dois manger, donc voilà, tu le fais. Et c'est vrai que Mona Luna m'a permis aussi j'ai une équipe de personnes qui croient dans mon travail, qui les soutiennent, qui voilà, au niveau de l'association. Donc ça c'est très important et je peux choisir, même si des fois ça m'arrive de travailler avec d'autres compagnies, mais j'ai choisi aussi les personnes avec qui je travaille. Ah, ça, c'est Et précieux, hein. ouais, et quand je travaille avec Mona Luna, bah du coup, bah c'est vrai que je mets en place mes propres projets et il faut que c'est du sens.
Le nom de ta compagnie, Mona Luna, pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, Mona Luna, c'est un seul mot. Et alors, Mona, en Colombie, on dit Mona d'une femme qui est plutôt blonde ou plutôt jolie ou voilà. Donc voilà. Du coup, ça faisait référence un peu au féminin. Euh, c'est aussi un peu le singe, la femme du singe. Ah, le mono et la mona, voilà. Donc il y a un côté un peu galipette, un peu qui bouge, voilà. Péripéties et tout. Euh, J'avais fait un personnage pendant longtemps en Colombie qui s'appelait La Mona. C'était un solo. Et à partir d'un texte d'un auteur de Cali, de ma ville natale, Andrés Caicedo, qui est traduit en français. Et ça s'appelait La Mona. Donc voilà, en Colombie, on m'appelait un peu La Mona par mes amis et tout. Et donc Mona et Luna, bah la lune. Voilà, la lune, c'est cet aspect un peu mystérieux, un peu nocturne, un peu magique, justement, un peu très D'accord. féminin aussi. Voilà, c'est un peu cet assemblage. Ah, d'accord, très intéressant, d'accord. Ouais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre, bah, eh bien, de ton travail de comédienne ou tu es obligée de faire d'autres choses à côté? Bah, écoute, j'y arrive à vivre de mon travail de comédienne. C'est vrai qu'en France, on a cette statut d'intermittent du spectacle qui est difficile à voir, mais qui en même temps euh, permet que tu puisses vivre de ton métier. Enfin, il faut beaucoup travailler, c'est dur, mais en même temps, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, enfin, je pense que c'est possible, même si pour certaines personnes peuvent dire, oh, mais voilà, moi, c'est vrai que pendant quelques années, quand mes filles étaient plus petites, c'était plus difficile. J'ai cotisé pour l'intermittence, mais j'arrivais pas à avoir toutes mes heures. Donc, pendant des années, c'était vraiment la galère. Après, voilà, il y avait, j'ai toujours travaillé, mais même avec un peu d'aide, bon, je m'en sortais. Et maintenant, bah, ça fait quelques années maintenant, que je suis intermittent du spectacle et que j'arrive toujours à faire mes heures Ah et bah donc ça, à c'est une vivre bonne de nouvelle. mon métier. Oui, oui, oui. C'est Oui, et c'est non seulement ça, mais aussi la compagnie Mona Luna, elle embauche des personnes aussi, d'autres personnes que moi. waouh! J'embauche, bon, c'est pas non plus, voilà, mais par période, il y a une dizaine des intermittentes qui gravitent autour de la compagnie, que ce soit des comédiens ou des techniciens, lumière, son, voilà. Donc ça reste une petite compagnie, mais quand même, on a j'ai quelqu'un qui m'aide aussi au niveau de la diffusion, de l'administration, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est les fiches de paye. Voilà, Patrick Beloy, c'est le président de la compagnie et c'est quelqu'un euh, qui est aussi engagé et qui s'y connaît aussi hein, dans la culture, donc voilà, disons que Mona Luna, euh, oui, on a réussi à faire quand même quelque chose, voilà, qui tient la route et qui aussi permet d'employer des intermittents du spectacle et on travaille aussi avec des bénévoles. Il y a quand même des bénévoles qui nous aident au niveau des spectacles. Des fois, on fait des partenariats avec l'université de Bretagne à l'UBO. Parce que parmi les choses que la compagnie fait, c'est de faire un pont aussi entre
entre la politique de la ville et les quartiers prioritaires, ce qu'on appelle le QPV, quartier prioritaire Ah de la oui, ville, oui. voilà. Tout à fait. Et donc, et les scientifiques au niveau de, par exemple, des gens qui travaillent autour des géoarchitectures, d'urbanisme, des ethnologues, voilà, des choses comme ça. On travaille en lien pour être un pont et vulgariser en fait ces cultures scientifiques auprès de la population pour avoir des échanges et des collectes de paroles, par exemple, qui permettent aussi de faire avancer les choses au niveau politique, savoir où est-ce qu'on met les budgets, par exemple, pour faire des économies d'énergie. Au niveau du changement de la population en termes d'éclairage. On a un projet comme ça pendant 2 ans et demi avec Smart, qui s'appelle Smartnose, un projet avec Edna Hernandez González, qui travaille à l'UBO. Et voilà, on a collaboré pendant longtemps, donnant lieu à des choses très intéressantes et qui font avancer d'une façon concrète, en fait, notre société. Et ça, Ah, c'est important, ouais. ouais, bah, en fait, tu es vraiment ce que tu disais, un pont, quoi. Tu essayes de relier des institutions qui peuvent paraître un peu lointaines pour les personnes, et tu lis ces institutions, tu jettes un pont entre elles et puis des publics qui sont un peu loin de tout ça, quoi. Et je trouve ça vraiment bien, en fait. Ouais, oui, 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 j'aime bien ce mot de me dire que je suis un pont ou comme la lune, c'est pour ça, c'est-à-dire que la lune, elle laisse passer la lumière des autres, tu sais? Elle éclaire parce qu'elle Ah, éclaire par d'accord. les autres aussi, tu vois? Et c'est pas le soleil qui, voilà, qui a sa propre lumière. La lune, elle permet aussi que la lumière soit reflétée, ta lumière, leur lumière, enfin, voilà. Donc j'aime bien, en fait, permettre ces prismes-là pour que ça soit, qu'on sorte un peu de ce, de ce théâtre ou de cette façon au niveau de la culture qui est très, comment dire, qui est réservé à quelques privilégiés qui peuvent payer Mm. leur place, parce que Oui, c'est pas seulement une histoire de ceux qui peuvent payer la place, parce qu'il y a des places réservées à des gens qui peuvent pas payer, par exemple, mais c'est comment tu te sens légitime de passer les portes oui, c'est vrai. voilà, du théâtre, comment tu accompagnes aussi, justement cette démocratisation de la culture. Comment tu la démocratises, comment tu fais que le théâtre vienne au quartier populaire, que les gens osent franchir les portes du grande institution, du théâtre national, des choses comme ça. Et bon, ça c'est un travail à longue haleine, je dirais. C'est un travail qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mais surtout beaucoup de cœur. Ah oui. Parce parce que sinon ça marche pas en fait. Ouais, ouais, bah oui, mais ça doit être pour toi, ça doit être une joie quand ça marche, quand ça fonctionne, quand tu vois des gens qui n'auraient pas franchi, comme tu dis, un théâtre, qui n'auraient pas osé franchir les portes d'un grand théâtre, qui viennent, et puis les publics comme tu disais, qui du coup s'expriment alors que ce sont des publics invisibilisés, comme les personnes handicapées ou voilà, comme tu disais, les publics, en fait, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, toi, tu leur donnes une voix. Ouais, 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 ouais. Bah, j'y contribue en tout cas, et c'est vrai que c'est une source de satisfaction quand je vois, euh, parce qu'il y a toujours quand tu travailles comme ça, il y a toujours des retours qui sont très beaux, très forts, très puissants, très magnifiques. Tu dis, ah waouh, voilà. J'étais un peu un canal pour ça, mais finalement la personne a su se prendre en main et voilà. Et j'ai vu des belles transformations humaines euh, et, euh,
et donc oui, c'est très gratifiant et voilà. Et après, je garde les pieds sur terre pour me dire, ben voilà, euh, c'est pas mon ego qui parle, c'est vraiment ça appartient à la personne. C'est aussi sa réussite parce qu'elle l'a saisi, et voilà, parce qu'elle a donné les Ah, pas de venir, d'ouvrir la porte, voilà. Tu vois, par rapport à leur donner, à leur préparer un petit peu au niveau des techniques vocales, des techniques d'expression, de gestion des stress, des choses comme ça pour réussir ben, les oraux, tout ça. Et donc ça, j'ai fait aussi. Voilà, j'essaie de travailler avec plusieurs hum, types de populations. Même des fois les enfants, ça m'arrive, c'est mignon. Enfin voilà, je peux pas le faire tout le temps, mais des fois, ça, une fois par an ou deux, j'ai fait un stage pour les enfants. Ça fait du bien parce que c'est tout de suite, on n'est pas toujours, voilà, dans ces trucs-là où waouh, c'est lourd, c'est des choses, voilà. Non, là, c'est léger, et ça fait du bien aussi. c'est vrai, c'est important. Alors, avec ta compagnie, tu voyages ou tu restes en Bretagne ou vous allez faire des représentations ailleurs? Bah alors, disons que quand mes filles étaient petites, j'avais fait le choix de rester par ici, en Bretagne, enfin en Finistère même, parce que c'était difficile comment dire, j'étais toute seule, enfin oui, je les élevais toute seule, donc du coup, enfin même si elles allaient voir leur père, c'était majoritairement avec moi. Du coup, c'était compliqué aussi de partir en tournée, tout ça. Donc voilà, j'ai choisi de rester quand même euh, présente pour elles le plus que je pouvais, même si au niveau du temps, pas autant, mais au moins en qualité du temps. Et parce qu'il fallait quand même, enfin voilà, les faire vivre aussi et financièrement, il y avait des périodes compliquées. Donc voilà, il fallait que je bosse. Et je suis restée par ici. Après, euh, des fois, on est sollicité pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, tout en restant en France, mais du coup c'est vraiment ponctuel, c'est pas genre de tournée, je pars enfin longtemps, c'était vraiment court. Et là je suis en changement de vie à nouveau, Ah ouais? oui, tiens les scoops. Super! Et ben en fait mes filles ont grandi, voilà, et maintenant elles sont 19 ans. Ah, oh là là, le temps passe vite, hein? Oh ouais, comme tu dis. Et donc, du coup, il y a une de mes filles qui est partie à Rennes pour ses études et l'autre est partie à Angoulême pour ses études supérieures. Donc, du coup, j'ai plus de filles avec moi. Ça fait un an, donc c'est un peu, ça a été une année difficile parce que c'est comme on dit en français, le syndrome du nid vide. Ah bah oui, ah, je comprends. C'est parce que voilà, du fils, ça occupe beaucoup la vie, hein, c'est vraiment voilà et ça plus ma compagnie, voilà, c'était un peu ma vie. Et là, mes filles partant, l'année qui vient de se passer, c'était du waouh. Bon, ma vie a changé, donc je peux pas continuer à faire les mêmes choses puisque ma vie n'est plus la Oui. même. Donc il faut que je fasse une actualisation de tout ça et que voilà. Donc j'ai décidé de bouger euh, et je vais être, je déménage, je suis en plein déménagement. Ah, Je vais en carrément. région parisienne, ouais. D'accord. Mais je garde quand même du travail parce que bon, je sais que j'ai envie, on va dire, que ça change, que ça bouge, peut-être que Paris c'est un moment de transition. Mhm. En tout cas, je laisse des projets artistiques et professionnels à Brest.
Et donc, je vais être entre Brest et Paris. Et à Paris, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas, j'aimerais donner un autre élan à ma À vie ta carrière. professionnelle, à la Ouais. compagnie, voilà. C'est une nouvelle page qui se tourne en fait. C'est ça, c'est une nouvelle page qui se tourne et puis je pense que quand on sent qu'on doit le faire, qu'on a l'envie de le faire, il faut le faire. Il faut se lancer. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Est-ce que tu as eu un coup de cœur, ou bien simplement le dernier livre que tu as lu, comme tu veux. Est-ce qu'il y a eu un livre qui t'a captivé en ce moment? Bah écoute, il y a un livre qui m'a été offert et très récemment, qui s'appelle Lait et miel. Ah, Et j'en entendais parler. oui, c'est de Rupi Kaur. C'est une poétesse performeuse canadienne qui est née en Inde. Et c'est un recueil, il y a des dessins et de la poésie, c'est poétique, c'est de la poésie, voilà, c'est une poétesse. Et c'est un coup de cœur, vraiment, ça a été un succès, et on comprend pourquoi, c'est vraiment très, très, très beau, va dire, euh, pour les femmes, je trouve que c'est un livre qui fait beaucoup du bien, voilà. Euh, Après moi, j'ai des livres quand même de cœur comment dire, des livres qui sont un peu comme mes bibles. D'accord, d'accord. Et tu peux nous dire les titres? Et oui, par exemple, il y a Femme qui court avec les loups. Je pense que bon, il est connu, mais je pense que les femmes qui ne connaissent pas, c'est un livre vraiment à voir. C'est Clarissa Pinkola. Ouais, j'ai plus en tête son nom exact, mais c'est Clarissa en tout cas, et c'est Femmes qui courent avec les loups. C'est un livre en fait où on te raconte des histoires, des contes, et par rapport aux Hein. contes, qu'est-ce que ça représente dans les psychés des femmes et comment est-ce que ça travaille les personnages des contes, qu'est-ce que ça représente pour toi et donc elle décortique ces contes, ces personnages et tout ça, et je trouve que c'est des fois, quand tu abordes les livres, c'est pas facile, mais si tu persistes un petit peu, il a plein d'enseignements comme ça qui sont très, très beaux et qui t'aident à construire parce que finalement, quand tu es dans un parcours de construction et que tu penses à, à toi, à ta vie, à donner du sens, bah voilà, il y a des livres comme ça qui t'aident. Je pense aussi aux livres de Julia Cameron, qui sont des outils vraiment. Tu dois faire des devoirs, écrire des choses, faire ceci, faire cela, machin, nanana. Et moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé justement et qui m'ont beaucoup aidé à savoir comment aussi aider les autres. Donc voilà, je dirais que euh, ces livres, voilà, je conseille. Après, je parle beaucoup des femmes parce que effectivement, bah, je travaille beaucoup avec des femmes et mon travail est beaucoup autour du féminin et des femmes. Mais voilà, c'est pas contre les hommes ou c'est parce que et c'est pas en tout cas c'est pas parce que je veux les exclure non plus. Oui, il faut qu'ils fassent leur travail aussi parce que voilà, toute seule, enfin les femmes si on ne travaille pas avec les hommes, c'est à un moment donné, bah il faut que ça matche, il faut qu'eux aussi ils trouvent leur sens et la conscience des choses du monde où on est et tout comme nous. Et donc, mais bon, il y a d'autres personnes qui travaillent, je pense, avec et pour les hommes. Euh, Moi, c'est plus pour les femmes. Voilà. D'accord. Tu te définirais comme féministe ou?
ou... Oui, oui, tout à Oui, fait, oui, 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 d'accord, oui, 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 d'accord. oui, oui, absolument. Je pense que après les gens ont peur de ce mot parce que ceci, parce que c'est là, machin. Ça véhicule Mais beaucoup de... mais je veux dire, tant qu'il y a de la violence faite aux femmes, tant que les femmes n'ont pas exactement les mêmes droits que les hommes, et le féminisme est un mot qui n'est pas un gros mot, qui est au contraire, qui même si tout n'est pas beau là-dedans, mais le mouvement de libération des femmes est quand même fondateur. Et je veux dire qu'on doit refaire le monde avec des valeurs et refaire le monde parce que oui, quand même, on a euh, on est dans un monde qui est complexe et qui voilà euh, qui est difficile parfois, donc du coup, qui va pas dans le bon sens. Donc voilà comment on va pas tout refaire. On peut aussi, même si toutes les idéologies n'ont pas tout bon, ne sont pas parfaites, mais il y a quand même des bonnes bases et il y a des Oui, très bonnes bases dans les idées féministes. Donc oui, 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 tout à fait. d'accord. Et Et l'écoféminisme, par exemple, c'est très intéressant, oui, tu vois, de lier l'écologie avec le féminisme. Donc l'écoféminisme, ça existe, c'est un mot, ça a été, tu vois, aux États-Unis, il y a des femmes dans les années 60-70 qui ont travaillé sur cette idée-là et sur cette idée que voilà que exploitation du corps de la femme, exploitation de la terre, bah, c'est le même combat finalement, parce que c'est la lutte pas contre les hommes, mais contre les patriarcats et ce système qui nous oppresse, femmes et hommes. Donc voilà, dans l'écoféminisme, je pense qu'il y a vraiment des choses à, à saisir actuellement pour avancer. ah oui, c'est très intéressant. Au niveau des livres, voilà, c'est ça. Sinon, j'ai fait D'accord. un petit rôle dans un film qui va Non, sortir en 2025 de Judith waouh, Davis. c'est super. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi ce rôle? Vas-y, raconte-nous un petit peu. Bah, en fait, Judy Davis, c'est une comédienne réalisatrice, elle fait du théâtre. Et j'ai vu une pièce d'ailleurs qui est venue à Brest encore plus partout tout le temps, qui est, c'est un collectif en fait, un collectif de l'avantage du doute, ça s'appelle ce collectif d'artistes parisiens. Et donc ils ont travaillé sur un film donc un théâtre puis un film qui s'appelle Tout ce qui nous reste de la Révolution. Ils ont été primés et tout. Après, ils ont fait un film qui va sortir donc en 2025 qui s'appelle Bonjour l'asile. Et donc, bah, en fait, c'est une communauté justement qui essaie de vivre autrement. Et donc, j'ai fait partie de cette communauté, voilà. Donc, bon, c'est vraiment un tout petit rôle, mais ça me fait plaisir de retourner un peu euh, au cinéma en France, pour le Ah, coup. félicitations, hein, bravo. Merci. C'est une comédie? Et alors ça a des, je dirais que c'est, oui, on peut dire que c'est une comédie, mais alors elle est engagée aussi. Tu vois, D'accord, d'accord. voilà, elle est très engagée aussi, que ce soit au niveau écologique ou au niveau des droits des femmes et de ces rapports entre les femmes et les hommes aussi. Mais c'est fait avec de l'humour. Et, euh, et voilà, c'était un plaisir de faire ce tournage. Donc voilà, Bonjour l'asile, ce sera bientôt dans les salles. Waouh, ah bah j'irai te voir alors, hein. Ah bah oui. Bah oui. D'accord. Hmm. Eh ben, eh ben justement, Oui, qu'est-ce que oui. tu regardes en ce moment, tes films ou tes séries préférées? Alors, on va dire un film, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Quentin Dupuis, Quentin Dupieux.
Il a sorti récemment, en 2024, voilà, il a sorti 3 films. Yannick, Dali, avec plusieurs A, et le D'accord. deuxième acte. Et donc, ces 3 films, bah, ça parle un peu du même sujet, tu vois, il y a quand même une sorte de critique au théâtre, justement, tel qui est fait aujourd'hui, une critique aux acteurs, au cinéma, aux artistes, avec un grand A, voilà. Et c'est très comique, et moi, voilà, et en plus, c'est des films qui sont assez courts, ça genre 1 heure, 1 heure 10, et assez efficaces, voilà. Donc, récemment, j'ai vu ces films. Après, moi, j'essaie de voir des films quand même, des films cultes, parce qu'en ce moment, mes filles sont avec moi en vacances. C'est pas toujours la rentrée pour elles. Donc, on aime bien voir un peu comment dire, des films cultes, des chefs-d'œuvre qui ont vraiment Ah ouais. transformé les cinémas ou des séries. Euh, Par exemple, là, en ce moment, on est en train de voir une vieille série qui s'appelle La Quatrième Dimension. Et Ah oui. elle est très vieille, elle est en noir et blanc et tout. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de moyens techniques, mais donc les histoires, c'est un peu justement dans le scénario, dans l'histoire et comment ça se raconte, dans les jeux d'acteurs et tout. Et donc, je trouve que c'est assez bien fait pour les moyens qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Et en parlant de cinéma, tu aurais envie d'écrire un scénario ou de passer derrière la caméra, d'être réalisatrice? Est-ce que ce sont des projets qui t'intéresseraient? Et bah sans doute. Bah, à vrai dire, à ce moment, j'ai un élan du cœur de retourner sur la scène, au plateau, au théâtre, ou au cinéma d'ailleurs. Ou en tout cas, euh, d'être à nouveau plus comédienne que metteuse en scène voilà. Parce que je pense que pendant, bah, je sais pas, maintenant ça va faire 20 ans presque que je suis plus dans la mise en scène et voilà, donc j'ai besoin un peu d'un retour aux sources de mon art et donc j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer vraiment et j'ai envie aussi comment dire, mais j'ai envie de jouer des choses aussi avant, par exemple, on faisait beaucoup le théâtre sacré, tu sais, ses origines, tu vois, dans la Grèce antique, à Rome, Ah etc. oui. Et voilà. Et donc, de jouer, de retrouver en fait ces théâtres en jeu d'acteur aussi qui donne quelque chose de sacré à le spectateur. Voilà. Donc, comment Ah, est-ce que... d'accord. Ouais. Et donc, je pense que pendant quelques temps, j'ai surtout envie de ça. Et après, sans doute que j'aurai un retour à nouveau dans quelque chose de l'ordre de, effectivement, où ça pourrait, mais être très intéressant de le faire au niveau des réalisations vidéo, film, etc. En tant que réalisatrice. Ouais, mais bon, pour l'instant, je suis pas là. D'accord. Mais pourquoi pas vraiment à l'avenir parce que c'est effectivement, ça donnerait, c'est bien, je pense, de tester des choses. Une fois qu'on est dans son schéma, bah, en fait, il n'y a pas un seul petit truc. C'est bien d'élargir aussi, Oui, tout en étant faut aligné pas avec avoir son de limites. schéma, voilà, de tester, d'essayer, de faire un jour, bon voilà. Oui, faut pas se créer des limites
voilà, quand tu es artiste, tu peux te permettre justement d'aller découvrir pas mal de choses tout en restant, comme tu dis, fidèle à soi-même. Oui, 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 tout à fait. Je pense qu'il faut pas trop se disperser non plus, mais avec tout son être, mais ne pas se contraindre à une seule chose, parce que souvent on est dans des étiquettes en fait. Ouais. Tu vois, on nous colle une étiquette, tu es, tu fais tel type de théâtre, donc Monica c'est la actrice engagée, machin, tu vois. Bon, oui, mais bon, là, si à un moment donné je veux faire autre chose, tu vois, je, pourquoi Ouais, pas t'as le aussi. droit. Ouais, j'ai le droit, voilà. Oui, tout à fait. J'aurais encore deux questions. Quelle est la dernière pièce de théâtre que tu es allée voir? Et quel conseil donnerais-tu à des personnes qui voudraient devenir comédien, comédienne? Alors, Femi, la dernière pièce de théâtre que je suis allée voir, bah, c'était en Espagne, parce que j'y étais là pour les vacances. Donc, c'était au théâtre de la Badia, une pièce qui s'appelle Casting Lear, inspirée, ça y est, je passe en espagnol, dans les Rois Lear de Shakespeare. Les textes, la création, c'est d'Andrea Jiménez. Et, euh, et c'est une pièce autour du père, de la figure paternelle, du pardon et de la relation. En fait, l'autrice se sert de sa relation du roi Lear avec ses filles et principalement avec Cordelia. Et elle fait une sorte de voyage euh, initiatique pour pardonner son père dans sa vraie vie, on va dire. Mais il y a une distance, il y a un dispositif qui est assez original, c'est-à-dire que chaque soir, c'est un comédien professionnel, mais qui n'a jamais répété la scène, enfin qui n'a jamais répété avec elle, ni la pièce, ni connaît ce qui va se passer. Et du coup, il est un peu en impro et en improvisation. Il sait, voilà, de quoi il s'agit, mais voilà, chaque fois, elle change d'acteur. Et bon, j'ai eu la chance de tomber sur un acteur qui était très bien. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant sur le plateau. À un moment donné, c'était drôle parce qu'il a dit, bah, en fait, ça, c'est du théâtre psychologique. Et elle lui dit, bah, non, je préfère dire que je monétise mes traumatismes. Donc, c'était drôle. C'était assez drôle, en fait, avec des moments très émouvants, très touchants. Voilà, ça c'est la dernière pièce que j'ai vue. Sinon, tu me demandes des conseils pour ceux qui se lancent ou qui veulent être comédiens, comédiennes. Moi, je dirais que c'est important de se demander le pourquoi. Pourquoi on veut être comédien? Pourquoi on veut être comédienne? Pourquoi on veut être sur un plateau? Et si on a clair le pourquoi, où on essaye de donner des réponses, bah, du coup, la motivation est d'autant plus grande parce que on sait ses motivations, ses pourquoi profonds, intimes, qui n'appartiennent qu'à soi. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant d'aller creuser là-dedans. Aussi, je dirais que du talent, il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, mais que sans travail, à un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose parce que au bout d'un moment, on tourne en rond et ça tient pas trop longtemps, en fait.
Mais par contre, des comédiens sans talent qui vont travailler beaucoup, bah, ils peuvent du coup développer un talent. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est beaucoup de travail finalement et beaucoup voir un peu dans l'interdisciplinaire aussi. C'est-à-dire, voilà, du côté de la danse, s'intéresser un peu à tout, du mouvement, de la gestuelle, les techniques vocales, la voix. C'est un art qui est très complexe, qui est très riche et qui demande vraiment enfin, qui demande toute une vie, en fait, de tous les instants. On vit pour ça. Enfin, toutes les expériences qu'on accumule dans la vie, elles servent, elles sont transmutées après dans l'acte artistique. Donc voilà. Et une fois qu'on a clair un peu pourquoi on le fait, qu'on travaille, bah là c'est vraiment donner libre cours à la magie de l'instant, à la magie qui s'opère en fait quand on a fait sa part, et que après voilà, en Espagne on dit qu'il y a el duende, c'est comme un petit personnage magique, une sorte de gnome qui sur le plateau va venir t'aider, te donner ces trucs-là qui fait que tu dépasses l'espace-temps et on peut amener les spectateurs ailleurs. Voilà. Et se faire confiance. Il faut se faire confiance parce que même si on dit j'ai pas confiance en moi, en fait il faut l'affirmer, il faut dire si j'ai confiance en moi, et puis à force de l'affirmer, ça vient en fait. Parce que si on dit j'ai pas confiance en moi, je sais pas si je vais réussir, tout ça, en fait moi des chances on a. Donc il faut se dire oui, je vais réussir, oui, je vais, c'est pour moi, enfin, et puis voilà, c'est un métier qui est assez hard, mais qui est passionnant, qui est prenant, et bon, moi je la changerai pas pour rien au monde. Et voilà. Et sinon, j'ai dit au revoir, j'ai dit au revoir à ceux et celles qui nous écoutent. Je vous fais un câlin comme ça, numérique, comment dire, par les ondes de la voix et du podcast. Et je vous souhaite plein de bonheur et du théâtre dans vos vies, parce que le théâtre, c'est essentiel. Merci. Au revoir, famille. Merci pour votre écoute. À très bientôt sur La Bouquineuse.